sommes quand même des amateurs, des vignerons. Je rappelle qu'avec Jacques aussi et toute l'équipe Birunsi, la particularité de notre association Birunsi, elle est très intéressante parce qu'elle regroupe des vignerons, elle regroupe des amateurs éclairés d'oxydatifs différentiaux et elle regroupe des professionnels de la filière. Et nous-mêmes, nous sommes en marche bicéphale, nous sommes coprésidents, car nous avons 2 IGP sur le département qui permettent justement d'accueillir ce type de vin, hein, heureusement qu'il a pu être abrité, par l'IGP Côte-Vermeil, dont je suis moi-même un représentant, et l'IGP Côte-Catalane, avec Jacques Cyr, qui est aussi un des représentants. Voilà, donc cette équipe organise un salon. C'est pas rien d'organiser un salon, qui plus est européen, donc bien sûr avec Marie-Louise Bagnols, qui est notre consultante, notamment sur les vignerons extérieurs. Et elle détient une des clés de la réussite de ce salon, puisque c'est aussi les vignerons, je vous ai parlé de la famille, qui vont faire la différence et qui vont faire le plus de notre salon. Donc avec Marie-Louise Bagnols, évidemment, qui a le contact avec tous ces vignerons. Voilà, donc c'est le 28 octobre, encore une fois. On ne change pas un lieu, ça fait plusieurs fois qu'on y va. La galerie, le centre d'art, pardon, les 100 mètres du centre du monde, nous paraît un lieu tout à fait pratique pour nous, pour installer. Il y aura des améliorations, évidemment, en termes de toilettes, en termes d'écoute. Il y a nos 4 restaurateurs qui seront là, donc on va en parler. Mais voilà, c'est complet, on est bien chez nous là-bas, c'est pratique, on peut venir en train, notamment pour ceux qui goûtent un peu trop, on peut venir et repartir en train, donc c'est très pratique. Voilà, donc je laisse la parole à Jacques pour quelques points. Oui, bon, moi je vais juste, donc Jacques Cyr, au domaine des schistes, je vais juste, comme l'a dit Alain, donc je suis aussi co-président de l'association, plutôt chargé de la partie IGP Côte-Catalane. Juste pour un petit peu revenir sur la genèse de cette aventure, en fait, on parle beaucoup des ranциos maintenant, mais bon, il y a Pierre Torres qui est là qui pourrait nous le confirmer. Il y avait temps en arrière, effectivement, on n'en parlait pas beaucoup. Et on est allé avec quelques amateurs, à la fois des professionnels, mais des amateurs éclairés aussi, chercher un petit peu ce produit qui était un petit peu passé dans les oubliettes. On est allé donc le sortir de cette cachette pour le mettre un petit peu en avant. Bon, ça a été un long cheminement. Maintenant, si vous voulez, pour parvenir un petit peu et pour structurer un petit peu notre démarche, donc au début il y a eu la naissance de l'association, donc des rancios secs du Roussillon, donc comme le disait Alain, avec à la fois des vignerons, des amateurs et des professionnels de la filière. Donc petit à petit on a commencé à faire goûter ces rancios, à les sortir un petit peu de l'ombre, notamment dans certains salons du goût à Turin notamment. Le rancio aussi a été appuyé par des organismes comme les sentinelles du goût de Slow Food. Donc ça nous a permis un petit peu de commencer à travailler sur ce produit. Et puis de fil en aiguille, et de petit succès en petit succès, on nous a dit mais ok, c'est très bien, vous faites goûter des rancios, etc. Mais on voudrait aussi en acheter, on voudrait s'en procurer. Or il s'avère que le rancio, c'est une production qui reste encore très confidentielle, donc on ne peut pas, effectivement, en termes de volume, elle est encore voilà, très confidentielle. Donc il a fallu un petit peu lui donner un cadre réglementaire. Puisque bon, qui dit achat de bouteilles, dit étiquette, et qui dit étiquette, dimension légale, etc. Donc, pour faire un petit peu plus simple, on a profité un petit peu de la réécriture des cahiers des charges de certaines appellations et de certains IGP pour introduire donc et pour structurer le rancio sec du Roussillon en IGP, Côte-Catalane et Côte-Vermeil. Donc il a eu un cadre légal avec des mentions obligatoires sur les étiquettes, etc. Et aussi pour confirmer, si vous voulez, parce que le rancio avant tout c'est un goût très particulier, hein, qu'il faut pouvoir identifier, une dégustation qui est obligatoire avant la mise en bouteille. Voilà. Donc ça, le cadre légal, donc on a pu, à partir de là, mettre le rancio à la fois au niveau de tous les circuits, au niveau des circuits de vente, chez les cavistes, chez les restaurateurs, etc. Donc voilà un petit peu l'association, sur quoi a travaillé beaucoup l'association ces dernières années. Et croyez-moi, ça a été quand même un travail assez long, et un travail un petit peu de fourmi. Actuellement, le rancio éclaire un petit peu, il était dans l'ombre il y a quelques années, maintenant il éclaire un petit peu toute la production des vins de Roussillon, hein, en termes d'image, en termes de particularité, en termes d'authenticité. Enfin, il correspond vraiment à tout ce qu'on recherche un petit peu maintenant à travers ces produits-là. Voilà. Et de fil en aiguille, donc, organisation des premiers salons, excusez-moi, hop là.
Oui, au niveau des premiers salons, et puis petit à petit est arrivée maintenant l'organisation du salon qui s'est ouvert à d'autres régions viticoles et voilà, et qui prend une ampleur beaucoup plus importante. Voilà, voilà un petit peu. Voilà, si vous avez d'autres questions à poser. Les aspects pratiques, donc. Voilà, on va passer aux aspects pratiques. Lundi 28 octobre, nous vous présentons le verre du salon. Ainsi, on a décrété l'association Biranci, le verre à Rancio, qui est un détournement en fait d'une. On s'en moque, mais c'est un détournement d'une coupe de champagne, d'un verre à champagne. Tout le monde l'a bien aimé, tout le monde l'a aimé, il faut se distinguer dans la vie. Donc voilà, c'est le verre à Rancio hein, qui est là et qui sera donc donné avec l'entrée à tous les visiteurs. Voilà le verre à Rancio. On est très fiers finalement de ce verre qui permet de déguster au nez, en bouche, de l'avoir comme il faut. Bon, il faut le tenir. Je trouve qu'il correspond bien finalement au Rancio parce qu'il est unique et rare. Hein. Oui. Oui, tout à fait. Et il reprend un petit peu, cette forme évasive au départ, là, ça reprend un petit peu le caractère oxydatif, hein, oui. La surface du vin au contact de l'air, hein, puisque les Rancio sont toujours des vins élevés en milieu oxydatif, donc plus grande surface du vin au contact de l'air. Donc là, on reprend un petit peu, sur la base de ce verre, le profil de l'élevage. Et le fait qu'il soit resserré, on récupère les arômes. Et on récupère les arômes, ça, voilà. Donc c'est un salon qui sera ouvert donc de 10h du matin à 19h30 toute la journée. On a la chance d'avoir 4 restaurateurs qui seront là, on va dire food truck, mais qui seront là évidemment. Donc il y a l'Iomium de Saint-Estève, il y a le Diville de Perpignan, il y a le bar à lait donc, de Perpignan, et j'en oublie un, pardon. Le Silec. Le Silec, pardon. Voilà, et Thierry Tarius qui descend de sa montagne pour nous aborder. Avec une particularité qu'ils auront chacun, c'est quand même une cuisine des Rancio. D'accord? Donc quand même, on n'est pas là que pour manger, pour autre chose. C'est aussi une cuisine des Rancio, donc l'idée d'association et d'associatif, hein, d'associer les deux, donc avec une cuisine particulièrement cuisine des Rancio secs. Voilà, donc ça c'est la journée du salon, c'est ouvert aux professionnels, c'est ouvert au public, les amateurs. On sait tous que tout le monde n'est pas amateur de Rancio, il faut être déjà un peu un connaisseur en vin ou aimer le vin. Aimer le vin. Ça, c'est une particularité du vin oxydatif. Donc, c'est ouvert aussi aux amateurs, bien sûr, hein, toute la journée, mais bien sûr les professionnels. Alors, on aura la particularité cette année d'avoir, Marie-Louise, je te laisse l'annoncer, qui sont nos professionnels qui seront là. Les professionnels, tu veux dire les professionnels les vignerons Non, pas les vignerons, les professionnels de la filière, les sommeliers. Ah oui, oulala, voilà, oui. c'est là que ça commence. Oui, grâce au partenariat du CIVR, d'ailleurs, il faut le reconnaître, nous avons un grand nombre de sommeliers du Languedoc-Roussillon qui sont là, du Rhône, et puis aussi, bien entendu, des sommeliers de l'autre côté de la frontière, des Catalans du Sud. Beaucoup de Barcelonais, de Gérone, énormément, et même on a des Basques, on a là qui viennent de Marbella, un très grand restaurant étoilé, 3 étoiles, Dani Garcia, on a le sommelier qui se déplace, et vraiment on a rencontré un enthousiasme auprès des professionnels de la restauration énorme, je ne l'attendais pas, c'est tendance, les Rancio, les associatifs sont tendance, ils les ont, tous les grands restaurants les ont à la carte sur les accords mets et vins, donc ça les intéresse. Et aussi, ce qui m'a surpris davantage, les distributeurs. On a un grand nombre de distributeurs qui viennent espagnols, catalans et d'ici, du Languedoc-Roussillon, de Lyon aussi. Donc vraiment, c'est un salon qui est très professionnel et ce qui est le plus impactant et le plus intéressant pour nous, c'est que ce sont des professionnels amateurs de ce type de vin. Autrement, ils ne se déplacent pas. Ce ne sont pas des gens qui sont là comme ça pour boire. Non, non, on ne boit pas ce genre de vin. On l'aime, on le déguste, on le savoure, on ne le boit pas. Donc ce sont vraiment, on les découvre. Et en plus, il n'y a pas de volume à vendre. Donc ils sont là vraiment par passion et pour ensuite les mettre à leur carte ou sur leur portfolio. Et donc, c'est le nombre de distributeurs intéressés pour se procurer ce genre de vin est spectaculaire. Et on a même eu des demandes des États-Unis qu'on n'a pas pu satisfaire parce que et des gens intéressés par ces salons. Donc oui, je crois que c'est vraiment, je
crois que tendance, c'est la parole, et ce sont des vins qui sont tellement différents, tellement identitaires, avec tellement de caractère, qu'ils attirent un public, une élite en fait, et ça tombe bien que ce soit une élite, puisqu'il n'y a pas de volume finalement. Donc aussi bien les professionnels qui sont là vont acheter mais peu, et aussi bien les vignerons n'ont pas grand chose à vendre. Donc tout est parfait dans le meilleur des mondes. Et les professionnels vignerons qui viennent sont aussi des passionnés. Et beaucoup sont enthousiasmés par ce salon et disent mais moi je viens, ça m'intéresse et j'ai rien à vendre, mais je vais faire goûter et je vais goûter les vins des camarades surtout, ça m'intéresse de goûter à côté. Et vraiment on sent que ça se développe un peu partout. Très bien. Alors il y aura, pour conclure sur l'organisation de cette journée du 28 octobre, il y aura 4 petits points. De la presse, on n'a pas parlé de la presse. Une conférence de presse. Et donc il y aura 4 points d'animation au cours du salon. Donc il y aura un stand des vins des éditions Trabucard. Il y aura une illustratrice, Andrea Desalbert, qui fera des dessins sur la vigne onirique avec les vignerons. Il y aura Michel Castillo qui aura son studio photographique ce jour-là, puisqu'il va tourner en préparation du futur livre sur les vins oxydatifs. Donc il va en profiter que les vignerons extérieurs des autres pays soient là. Voilà. Et il y aura ensuite, qui j'oublie, évidemment, un monsieur Codeville de l'archipel Contre-Attaque avec Lubu TV qui va faire des vidéos ce jour-là, des interviews pendant toute la journée, où comme ça tout le monde, tout un chacun, des États-Unis au Conflans pour voir les images du salon. Voilà, on va donner la parole juste à nos partenaires. Peut-être démarrer par Philippe Bourrier pour le CIVR. Okay. Merci Alain. Je voudrais commencer par remercier l'association Birancy, parce que l'organisation de ce salon, l'organisation d'abord de la... Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? Excusez-moi, je vais me dire ça comme ça. Je vais essayer. Est-ce qu'on peut fermer la porte parce que là, ça devient infernal. On fait abattre 2 ou 3 personnes et on revient. Ça va. Voilà, là c'est bien. D'abord remercier l'association Birancy pour tout le travail qui a été accompli depuis ces dernières années pour ce produit donc original et exceptionnel, et puis pour l'organisation du salon, parce que on a l'impression qu'organiser le salon ça se fait naturellement, mais c'est un travail d'équipe, un travail de longue haleine, et ce salon il est très professionnel. Il est très professionnel et il est aujourd'hui, et il va l'être encore plus dans le futur, reconnu comme le salon des vins oxydatifs dans toute l'Europe. Avoir la possibilité de faire venir ici à Perpignan des gens d'autres pays, d'Espagne, du Portugal, d'Italie, c'est formidable, c'est exceptionnel. Et donc tout ce travail il mérite d'être salué, bravo à vous, pour réunir tous ces producteurs. Alors en tant que président du CIVR, ce qui m'intéresse, moi, c'est l'autre côté, c'est la promotion et l'aval. Bien sûr, le salon, c'est un formidable outil de promotion, mais je pense que l'ensemble de la filière a compris que ce produit, qui est rare, comme le soulignait Marie-Louise, il est un formidable coup de projecteur sur l'ensemble de la production et du roussillon. Il met le roussillon en avant, et ça nous permet, à travers ce produit, d'attirer l'attention ici à Perpignan et surtout les vins. Et c'est pourquoi, lorsque viennent les sommeliers, lorsque viennent la presse, on va bien sûr mettre l'accent sur ce salon, mais aussi leur présenter en amont, la veille, les vins du Roussillon, donc d'autres productions. Ils auront la possibilité de goûter les vins secs du Roussillon, qu'ils soient blancs ou rouges, à travers donc l'organisation de 2 autres petites manifestations en amont du salon. Donc c'est important d'avoir cet ensemble et de profiter du salon pour mettre en lumière l'ensemble des productions du Roussillon. Voilà ce que je voulais dire en particulier. Et d'ailleurs, il y a de nombreux sommeliers qui ne viennent pas assez, mais qui arrivent un jour avant pour limiter des domaines. Parce que ce qui les intéresse, évidemment, c'est les ratios, mais à être là, ils veulent aussi connaître les vins. À nous de donner les moyens à ce salon, non pas de grandir en forme de producteur, mais plutôt de grandir en forme de visitorat, et de qualité du visitorat, c'est ce qui est le plus important. Très bien, merci Philippe. Alors, monsieur Olive, c'est du conseil départemental, c'est la première fois que le conseil départemental nous soutient. Première demande, premier soutien. Oui. Je vais parler du soutien. En tout cas, merci de l'invitation. Donc oui, je représente le département. Je porte la mission agricole au sens large, bien sûr la filière viticole, et puis jusqu'aujourd'hui, cette petite niche sympa qui est le Birancy. Alors, simplement vous dire que
le département est ravi d'accompagner, et puis je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit, mais tout ce qui touche à cette promotion, même s'il s'agit de vin Rance, et vous l'avez très bien dit, il n'y a pas forcément de gros volumes, et c'est quand même le vin catalan, le vin du Roussillon dont on parle, et quelque part on en soit tous bénéficiaires. Et qui se retrouve dans les grandes tables du monde entier, c'est ça qui est important. Voilà. Vous étiez venu me parler donc, du vin oxydatif, le Birance. Moi je le connais, alors c'est vrai que vous dites depuis 15 ans, on n'en parlait pas beaucoup. Moi je l'ai connu bien avant, il y a 35-40 ans, où je suis issu d'une famille de vignerons, du côté de Vimolac, et ça existait le Birance. Alors c'est vrai que souvent on le réservait à la sauce, ou à celui qui aimait de façon très précise ce vin-là, mais c'était toujours, chez tous les vignerons, il y avait... Voilà. Donc pour moi ça réveille des souvenirs sympas, mais surtout vous dire, quand vous êtes venu m'en parler, vous m'avez un peu séduit. C'est vrai que vous m'avez parlé un petit peu de ce que vous alliez porter, donc j'ai le plaisir de vous dire qu'à la session de novembre, à la prochaine session, nous allons voter 2500 € d'aide à votre manifestation, mais c'est vraiment parce qu'on est très attaché à tout ce qui fait la promotion un peu du vignoble catalan, qui en a bien besoin, et je salue le CIVR qui est le porte-drapeau de cette promotion, mais on est souvent aux côtés toute l'année parce que quelque part c'est la vie de nos territoires. Moi je veux dire, au-delà du vin, c'est la vie de nos territoires. Métier pas facile, avec toujours des fléaux qui arrivent ici ou là. On a vu les coups de chaud de cet été, donc c'est toujours compliqué, mais c'était vraiment un beau métier. Et j'étais à la station vitivinicole de Tresserre, que vous connaissez bien, monsieur Montes, et vraiment on sent qu'ici il y a un accompagnement inévitable que le département se doit de vous apporter. Donc voilà, je n'en dirai pas plus, mais je viendrai bien sûr apprécier la qualité des Birance ce jour-là. Merci. Merci. Alors, autre partenaire, première demande, premier soutien aussi avec Métropole, Perpignan, Méditerranée. Donc, monsieur Valente. Bonjour à tous, merci. Je voudrais excuser Jean-Marc Pujol, président de la communauté urbaine et maire de Perpignan. Vous rappelez que Perpignan est la ville européenne, capitale européenne du vin, et qu'à ce titre, on peut remercier votre travail pour ce développement qui va contribuer à faire reconnaître nos vins et dans l'Europe entière. Excusez Joël Anglade, qui est en charge de la viticulture à Perpignan Méditerranée. Pour nous, l'intérêt de Perpignan Méditerranée, on trouve un développement, beaucoup de choses ont été dites avec notre partenariat souligné avec le CIVR, M. Bourrier, qu'on peut souligner, et la Chambre d'agriculture aussi, puisque grâce à eux, on a quand même été capitale européenne du vin. Faire reconnaître ce terroir, c'est grâce à vous qu'on va faire reconnaître ce terroir qui était connu, qui est une identité, un savoir-faire quand même qu'il faut valoriser davantage. Et aussi, pour Perpignan Méditerranée, ce qui est important, c'est une valorisation touristique et un développement économique. Donc, nous sommes partenaires, ravis d'être partenaires et d'encourager votre travail. C'est le 4e salon, si je ne me trompe, et ça commence à être reconnu, et c'est intéressant. Une dernière petite pensée pour mon ami Paul Schramm, qui n'est pas présent à cette conférence, mais qui sera avec vous ce soir en réunion. Et qui est là, Et qui est là, puisque le dessin, c'est quand même Paul. Et voilà. Qui est collé. D'accord, très bien, merci. Écoutez, on a fait le tour, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Peut-être, si vous avez des questions, avec plaisir, oui, monsieur. J'ai plusieurs questions très simples et factuelles. Oui. Vous avez dit beaucoup de sommeliers, enfin voilà, beaucoup c'est combien. Et vous avez dit aussi tout à l'heure que c'est une production, c'était difficile à vendre, vous n'en avez pas beaucoup, mais en fait ça représente quoi en volume les rançons aujourd'hui? Ça sera fait pour vous. D'accord. Alors les volumes, moi je ne peux pas répondre, je ne sais pas, ouais. mais les sommeliers inscrits, tu en as combien toi Entre 200 et 300. Combien? Parler. Ah, les volumes, Oui, pardon. on parle après. Entre 200 et 300 hectos les volumes? Non. Oui. Il faut dire. Non, attention. Oui. Voilà. Oui, voilà. Alors, allons-y. soyons précis. Cette semaine, j'ai dû remplir un document dans le cahier des charges et on a estimé, avec François Constant, parce que c'est très difficile de savoir la mise à marché. On a estimé à peu près 5000 bouteilles par an, ce qui est à la fois peu et beaucoup. Après, le stock, je ne connais pas, c'est vrai que c'est vous qui le savez le plus. Ça, c'est le département. Les ratios secs du Roussillon. Il vaut mieux parler de bouteilles et de volume. Les ratios secs? Oui. Et effectivement, après, ah oui, après, c'est parce qu'il y a une montée en puissance. Il y a des gens qui produisent mais qui ne sont pas encore sur le marché. Nous avons demandé aux producteurs de déclarer
chaque année leur production en rancio. Mais effectivement, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, il y a une période d'élevage qui est assez longue, qui est de 5 ans. Donc, vu l'engouement qu'a suscité l'association Birancy, vu le travail qui a été fait, les producteurs se sont remis à faire et surtout à déclarer leur production en rancio. Nous avons même obtenu de la part des douanes un code spécial pour pouvoir suivre tout ça. Donc, effectivement, les choses se mettent en place en structure de façon à ce qu'on puisse non pas simplement évaluer, mais au moins connaître l'importance de c'est-à-dire, pour préciser juste ce que dit Philippe, en fait, donc il y a la production qui est actuellement à la vente ou qui va être à la vente à court terme, mais il y a en gros une grosse production en potentiel qui est en vieillissement. Sur plusieurs années, minimum 5 ans, mais vous avez des domaines ou des caves qui ont des ratios en oxydation depuis 20 ans ou 30 ans. Donc ça fait un très gros potentiel qui petit à petit, bien sûr, viendra sur le marché. Difficile à évaluer, mais on peut dire 2-3 000 hectos en potentiel de vieillissement, ils y sont largement. Voilà. Puis ça peut être un peu cyclique aussi, en fonction des années, de la production que le producteur est capable de consacrer au rancio par rapport au reste de sa production. Voilà. Oui, tout à fait. Moi, je rajouterais juste qu'en gros, on parle d'une cinquantaine de producteurs, mais actuellement sur le Roussillon. Mais le grand challenge aussi pour nous, bon, on n'est pas des moines aux pieds nus, mais ça serait un peu notre vocation à aller voir un peu nos collègues vignerons, grands, petits, moyens, pour leur dire aussi, mais ils sont beaucoup qui n'en font pas sont intrigués maintenant. Sont intrigués, ils ont entendu parler, on parle de qualité, on parle des tendances apéritives, des tendances digestives. Ils sont très intrigués. Et beaucoup, là, cette année, personnellement, 3 vignerons, je peux dire des grands domaines, m'ont dit mais ils sont désemparés. Comment on fait? Comment ça marche? Ils ne savent plus, le savoir-faire est parti, le savoir-faire a failli disparaître, donc il faut le raccrocher. Et notre problème, moi, j'ai qu'une réponse avec mes collègues, c'est de dire démarre un fût. Démarre un fût. Alors j'imagine dans une grande cave, on va mettre ça sur le côté, quoi. Mais démarre un fût. Et ça te donnera le pied à l'étrier, ça te donnera l'idée, et puis tu vas continuer, incontestablement. Maintenant, il faut réussir. Maintenant, le rancio se fait pas. Il y a quand même un petit côté vinification, mais il faut y aller. Et c'est un peu notre message, nous, ou notre vocation, je dirais, avec nos collègues vignerons, c'est de dire, allez-y, démarrez cette année, parce qu'il faut faire, comme a dit Philippe, une déclaration de récolte dans l'année. On fait la déclaration de récolte en décembre. Donc encore faut-il que l'avoir fait en décembre. Parce que si on ne la fait pas, on perd la main pour être labellisé rancio sec. Porter ce nom rancio sec. Il est labellisé sur les 2 IGP, sinon on ne peut pas. Donc notre message, nous vignerons, c'est vraiment démarrer un fût, démarre 2 fûts, démarre 3, mais démarre sachant qu'il faut du temps et qu'il faut aussi apprendre. Et on sait, quand on démarre un fût, moi j'ai dû démarrer aussi, je suis un vieux vigneron, je suis un jeune producteur de rancio. Parce que je suis arrivé en 2011, il a bien fallu démarrer. J'avais pas les fûts, j'avais pas ce qu'il fallait. Il faut bien démarrer. Et c'est en démarrant tout de suite qu'on tombe sous le charme, je dirais, de ce type de vin oxydatif. Et sachant que dans la plupart des domaines, on peut toujours s'inspirer, vous disiez, pour votre souvenir de 30 ans en arrière, on peut toujours s'inspirer des fûts qu'on avait goûtés, qu'on avait conservés dans le domaine, qui effectivement, à l'époque, servaient essentiellement à élaborer des sauces, ou alors étaient bu, entre vignerons, et qui sortaient jamais du domaine. Mais il y a toute cette expérience, ce savoir-faire, cet acquis, qui existe encore. Et le facteur passait, on lui sortait un petit verre. Par exemple, moi j'ai le souvenir de mon grand-père qui en buvait tout le temps à la fin du repas avec un croquant. Voilà. Donc ça existe encore. Ça, c'est surtout heureusement que ça n'a pas disparu, qu'on a réussi, entre guillemets, à le récupérer un petit peu. Voilà. Alors, juste avant de donner la parole à Perret, juste vous rappeler qu'on est aussi dans une démarche actuellement en Birancy d'appellation transfrontalière. Je voudrais dire où on en est là, justement un petit point là-dessus. Il se trouve que nos collègues vignerons de l'autre côté de l'Amporda, eux-mêmes, ils étaient en avance, ils sont en retard par rapport à nous, parce qu'il n'y a plus que 3-4 producteurs qui en font, mais ils se posent des questions en disant mais qu'est-ce qu'on a raté là? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Alors, on a réfléchi un petit peu actuellement, et on va ouvrir notre concept de transfrontalier à la Catalogne, ce qui est aussi logique, puisqu'il y a le Priorat, il y a Terra Alta, etc. Donc on va ouvrir notre idée, pas un concept, c'est notre idée de frontalier à toute la Catalogne en termes de Birancy. Donc il se conclura très certainement, alors le 10 janvier, il y a une grande rencontre qui va avoir lieu, et ils viennent nous voir, donc ça aussi c'est très intéressant, très chouette, et à partir de là, très certainement, on va développer un double système, un système d'un petit label qui sera sur les bouteilles très vite de Birancy, et la démarche pour une appellation, quelle qu'elle soit, qui est un dossier lourd, compliqué, qui se mènera en même temps. Donc voilà, on est dans cette démarche-là actuellement
pour le transfrontalier avec nos collègues de l'autre côté du vigneron, de Catalogne. Pérez, excuse-moi. C'est exactement la question que je voulais poser. Ah ben voilà. Je t'ai regardé, j'ai dit... Pour le grand public, vin oxydatif sec, c'est pas très sexy. Oui. Comment on peut le définir? Comment on peut attirer un public profane en leur disant vin dégoûté parce que quoi? Ben merci, tout à fait. C'est une grande question, donc il faut se déshabiller, quoi. Il faut se déshabiller pour le rendre plus sexy. Non, mais c'est une question. Il faut remplacer oxydatif. Oh, oui, tout à fait. Non mais c'est une grande. Non mais merci. C'est quoi ce mention? Moi qui n'y connais rien. Alors, tous ces vins qui viennent là, c'est digestif. tous ces vins qui vont venir le 28 octobre ici, de tous ces pays, c'est de 26 régions de production, c'est ça qu'il faut retenir, 26 régions de production, avec leur particularité de terroir, de cépage, de vinification. Ces 26 régions, on a un point commun, un seul point commun, je dirais, fondamental, c'est le mode d'élevage. On élève avec l'air, donc c'est le mode d'élevage oxydatif. C'est ce qui nous rassemble. Enfin, c'est ce qui nous... Alors de ça, il faudrait qu'on en fasse un concept, effectivement, il faudrait qu'on en fasse quelque chose. À quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble? Eh bien, tous ont des expressions d'abord différentes. Oui. Parler du vin jaune. Alors, très souvent en France, on dit vin jaune. Ah oui, vin jaune, ça commence à causer. C'est ok. Non. Non. Ça commence. Non. Alors, je dirais. Non. Plus. Oui, vas-y. La peuple, on ne connaît pas. Hein. Oui, on va y venir. Bon, c'est vrai que c'est un problème. D'ailleurs, Oui. la plupart des intervenants n'ont pas mis l'adjectif sec, alors c'est très important de le mettre. Oui. Puisque sinon, il y a toute une autre catégorie de vin oxydatif. Oui. Mais le vin jaune, c'est le vin de prestige fascinant d'un département, le Jura, avec une superficie assez dans l'ordre de grandeur de la nôtre, un volume de production dans l'ordre, et qui a un vin phare. Et la fête qui s'appelle la percée du vin jaune, qui est tournante dans les villages, qui a lieu chaque année, ils sont arrivés à un tel succès que l'an dernier, lié aux conditions de sécurité, ils sont passés de 60 000 personnes venant à la percée du vin jaune à 30 000. Parce qu'eux, ils ne pouvaient pas mettre des blocs en ciment à l'entrée de toutes les rues et routes du village. Ce qui veut dire que quand on regarde, et les vignerons qui font du vin jaune, c'est extraordinaire, parce qu'au début, ils nous ont tous dit on ne pourra pas venir en octobre, on a encore des trucs. Et tout d'un coup, maintenant, il se passe quelque chose, on y va, parce qu'ils voulaient le monopole. Oui, c'est notre ça va être notre vin jaune, c'est en train de se passer. Bien sûr. Mais je voulais aussi ajouter que vis-à-vis de... Comme on est en train de créer une famille, et qu'on met le centre de gravité à Perpignan, alors que les volumes énormes sont à Jerez, énormes à Jerez, avec des firmes qui ont un pouvoir commercial, marketing. Et nous, on est en train de mettre le centre de gravité des secs là, et donc on discute au sein de l'association. Il y a un grand salon, mais plutôt connu des professionnels, des vins oxydatifs doux, liquoreux, bien sucré, on va dire, pour aller vite, qui s'appelle Vin Noble, à Jerez tous les 2 ans. Et notre idée, alors bon, je ne sais pas si on y arrivera, mais comme actuellement tout se déroule de manière inespérée, notre idée, c'est de faire de Birancy le salon des oxydatifs secs une année sur 2, en se mettant d'accord avec eux. Et bon, je ne sais pas si on va y arriver, mais... Je sais pas, c'est voilà. Mais en tout cas, les Andalous, enfin les Jerez et les Montiamorides, tout ça, ils sont venus aussi en nombre et beaucoup davantage voulaient venir, mais on peut pas... Cette année, c'était compliqué, mais il y a une vraie demande. On a une attractivité incroyable parce qu'au début, tu avais dit, ils ne viendront pas, il y a un salon à Madrid. Exactement, et c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas venir. Il y a le grand salon de Pénine, qui est le 28 et 29 octobre, aux mêmes dates exactement. Et la plupart m'avaient dit on ne pourra pas venir. Ils ont tous changé d'avis et ils sont venus. Donc, juste pour répondre à M. Dufond, tout simplement, c'est quoi ce vin? C'était le vin qu'on buvait avec les anchois. Qu'est-ce que vous mettez? Qu'est-ce que vous buvez avec les anchois? Je retourne la question. Le vin qu'on buvait avec les anchois, qu'on pouvait aussi présenter à la carriolade, qu'on buvait avec des fromages très affinés. Hein, voilà. C'est ce type de vin, aux arômes de noix, etc. Voilà. C'est vrai qu'on n'a pas une définition, mais ce type de salon, justement, il est fait pour que les gens... C'est un vin qu'il faut venir déguster. On ne peut pas vous l'expliquer. Il est inexplicable, ce vin. Il faut que vous veniez le déguster. Mais pensez aux anchois. Pensez aux anchois. Et le vieux tonneau d'anchois, voilà. Et les rancios secs, vous verrez. Pierre veut dire quelque chose. Oui, on a dépassé ça, oui. Oui, je voulais savoir comment vous faites l'harmonie entre les Jerez Jura et les vins oxydatifs.
parce que sur un plan purement onologique, ce sont des vins de voile quand même. Oui. Mais la clé, c'est le non-nouillage. C'est le non-nouillage. C'est le vieillissement long dans le bois sans nouillage. Ça, c'est le point commun. C'est un peu pour le spécialiste. Et je veux dire, il vaut mieux d'abord s'entourer. On peut faire de la vulgarisation, je ne suis pas contre. Mais il vaut mieux d'abord s'entourer de précautions par rapport à certaines, disons, administrations ou techniques qui peuvent dire, c'est vrai que si on prend le volume le plus important, c'est le FLS, certainement, et le Montillemoli le Saucier également, mais qui sont des vins de voile. Et le Jura revendique avant tout d'être un vin de voile. Certains rancios, en plus, développent chez nous le voile. Pas beaucoup, c'est assez compliqué. Voilà, simplement, je vous mettais en garde pour faire une harmonie, c'est vrai. Autant on se retrouve sur le même goût, qui est un goût de noix. Il faut simplifier, c'est un goût de noix, un goût des cales de noix, etc. Bon, voilà. Autant on se retrouve sur le même goût, avec des technologies un petit peu différentes, si ce n'est que ce sont avant tout des vins d'élevage, quand même. C'est-à-dire que le point commun de tous ces vins, c'est que se bonifie il n'y a que le fino qui est avec le voile. Oui. Sur le Jerez, il y a des vins qui sont exactement comme le voile. C'est le fino, mais c'est les Oloroso et les, comment ils s'appellent, et Amontillado. C'est-à-dire parce qu'il y a une bonne partie de... Trop dans la technique, on va peut-être pas rentrer trop dans la technique. Sinon, c'est une conférence de presse, voilà pour se battre d'une façon technique. Par contre, je crois que la définition qui a été donnée, on est dans un univers différent. Et l'arôme majoritaire que l'on va retrouver, c'est la noix. Ça va se situer déjà sur l'univers que vous allez rencontrer au niveau aromatique. Après, il y a des subtilités et des finesses. C'est pas si simple que ça, c'est très complexe. Oui, mais il faut répondre à la question comment je vais en parler. Tout simplement. Je voudrais répondre à M. Dupont. Ensuite, on en parlera de manière plus détaillée. Je crois le jour du salon. M. Dupont, juste vous dire que, effectivement, c'était l'anchois, on est sorti de là. Maintenant, on est sur le. Le Rancio est un vin résistant. C'est un vin qui résiste à tout. Donc, foie gras. Foie gras, c'est le vin dominant. On doit d'ailleurs faire une opération avec la filière foie gras. C'est prévu, c'est dans les cartons. On les a déjà rencontrés. On doit faire ça. C'est prévu. Parce que c'est un vin merveilleux pour manger le foie gras. Et tout le monde se pose des questions. Et c'est un vin avec les huîtres. C'est un vin qui va avec les huîtres. C'est un vin qui va avec la cuisine asiatique. Et je dois répondre fondamentalement à votre question. Donc, effectivement, le mot oxydatif n'est pas simple à porter. On a parfaitement conscience. Mais sachez que c'est notre défi, notre challenge, de trouver les mots qui vont convenir. On va le faire. C'est difficile. On va le faire, c'est difficile, mais on va les trouver. On va les trouver. On démarre un livre là-dessus. On va trouver d'ici peu ce nom. Donc c'est à venir, à advenir. On a bien conscience de ça. On est très aidé par la mode des vins nature aussi, quand même. Les vignerons, je n'accepte pas une oxydation. Oui, bien sûr. Tous les autres vins, j'entends beaucoup dire. Attention, merci. L'un ou l'autre. J'entends beaucoup dire, et c'est très à la mode, on va faire des associations avec le foie gras. Oui. Avant c'était les anchois. Ça marchait bien avec les anchois parce qu'à Poggio c'était le même tonneau qui servait à mettre le vin et l'anchois. Donc de dire il y avait des similitudes. Moi je trouve que c'est complètement un petit peu has-been tout ça, ces choses d'accords mais vins. C'est plus les accords mais vins d'avant. Ce qui fait les grands vins souvent, c'est des choses d'ambiance. Et dans ce cas-là, on ne cherche pas l'accord spécifique. Quand vous êtes pris, par exemple, dans une ambiance tapas en Andalousie avec un fino, etc., vous n'allez pas faire tout d'un coup la gueule parce qu'on vous a servi une crevette et puis qu'après il y a un caracol là, qui est un petit peu épicé. Vous êtes pris par l'ambiance. Les grands vins sont des vins d'ambiance. Et pour moi, le Rancio est avant tout un vin d'ambiance. C'est-à-dire qu'on peut le commencer en début de repas. Quoi qu'il se passe, si à l'ambiance, on va continuer. On peut y aller en fin de repas, ça remplace, je sais que les vins de fin de repas ne sont pas à la mode, mais ça remplace largement tout ce qu'on peut faire en fin de repas. Vous attaquez un Rancio en fin de repas, y compris pour les amateurs de cigares d'ailleurs, ça va avec le café, ça va avec le cigare, etc. Donc on va payer, ça va. C'est des vins qui sont dans une ambiance de partage, sur un moment qui est rare et convivial. Voilà un petit merci, peu. Et monsieur Gray, merci. Juste une remarque très personnelle, la naissance de Brault. Mon grand-père, qui exerçait le noble métier de la vigne à Argelès-sur-Mer, quand il parlait des vins Ramsey, il disait Bide Tramontana. Je ne sais pas si ça peut vous aider. Oui, bien sûr. Je pense qu'il faut répondre à la deuxième partie de la question de Yann. Juste avant de laisser la parole à Marie-Louise et à Xavier, qui sont ceux qui vont accueillir et qui ont beaucoup œuvré sur les sommeliers, je voudrais juste témoigner d'une expérience personnelle, c'est que je présente à chaque fois qu'il y a des visiteurs étrangers, en particulier asiatiques, et de l'autre côté donc des États-Unis, américains, je présente des rancios, plutôt en fin de repas avec des fromages, parce que c'est
ici, il faut présenter le reste, ça a toujours un succès énorme. Et donc, chaque vigneron, aujourd'hui, chaque producteur doit être un des ambassadeurs, doit présenter, ne doit pas oublier de présenter ses vins, comme malheureusement ça a été fait dans les années précédentes. Ça fait partie de notre gamme de produits et c'est très important de les présenter à tous ceux qui viennent nous visiter. Alors, pour répondre plus concrètement à la question, alors, sinon, est-ce que je peux me permettre de souligner qu'il y a un documentaire qui a été fait, les frères Roca invitent au Rancio Sec, qui résume, qui dure 52 minutes et qui résume un peu toutes les questions que vous avez posées. Comme ça, ce sera fait. Et le livre excellent du camarade Potier, les Rancio Sec du Roussillon, mais qui est épuisé parce qu'il a fait du jogging et donc... un collector. Voilà, c'est un collector. Oui, mais le salon chez Roca et le livre, c'était l'étape intermédiaire. Oui, maintenant, on est en train d'exploser. Oui, oui. Ça coûte combien une bouteille de Rancio? On va dire qu'un prix moyen, en prix public, on est dans les... Le nombre de sommeliers, on est dans les 18-20 euros. Entre 150 et 200. 150, très grosse pointure. C'est moins cher que le vin jaune, qui vaut 35. 20 euros la bouteille de 75. La bouteille de 50. Ça a monté largement, c'est 2 Ah oui, en général, on peut laisser ouvert 2 mois dans le frigo. 50 centilitres, oui. La bouteille de 50, 20 euros à peu près en moyenne. Ah oui, en moyenne générale. Non, à 50. Oui, non, mais moyenne. C'est un produit rare, c'est un produit exceptionnel, et forcément, il faut que le prix accompagne cette rareté. Et puis, il peut se consommer comme un cognac. D'ailleurs, il est à... On est dans cette famille-là. On peut faire du long drink, il le disait à la fin du repas, ça peut être un long drink avec un cigare. L'intérêt également à noter par rapport aux autres vins, c'est un vin qui peut se garder en bouteille. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcé de finir la bouteille, puisqu'on est dans... On a le droit. Oui, d'accord. On doit. Avec modération. Non, mais ce que je veux dire, l'oxydation ne va pas le gêner, puisqu'il a vécu avec l'oxydation. Alors que d'autres bouteilles, et donc même si ça paraît un petit peu, je ne dirais pas cher, mais un prix qui est valorisé, je trouve que c'est un prix qui est valorisé, qui ne veut pas dire cher, c'est valorisé. Et vous regardez la bouteille, vous pouvez vous en resservir, je pense, la semaine d'après, non? Ça pose pas de problème. Sans problème. C'est un prix qui correspond au travail réalisé par le producteur, qui, je le rappelle, conserve pendant 5 ans au moins en élevage. Qui dit élevage en milieu oxydatif dit consume, donc on va perdre déjà de la production. Il faut porter toute cette production, puisqu'on a taillé, enfin on a fait tout le travail pour arriver au vin, ensuite pendant 5 ans d'élevage, c'est énorme, donc forcément ça se rémunère. On n'a pas, je ne sais pas si on a des statistiques, mais en tout cas pour le vin jaune, où chez 6 ans, il y a une perte de 45%. Alors nous, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a comme perte. C'est beaucoup. C'est beaucoup, 45%. Non, mais c'est beaucoup. Le vin jaune, je vais demander aux producteurs. Après, nous avons chez nous, on n'a pas de chiffres. 30, 40, je sais pas. Non, mais c'est qu'on a des conditions d'élevage, des fois en extérieur, en hygrométrie, etc., qui font très qu'on a des difficile. pertes. Parce qu'eux, ils font tous. Oui. Les anges ont beaucoup de rancio. Les anges aiment le rancio. Les anges aiment le rancio. Devenez des anges. Bon, je sais pas si c'est une question. Oui, une question bien sûr. basique. En termes d'élaboration, de Oui. fabrication du vin, par rapport au vin traditionnel, au vin tranquille, Oui. pour le vin oxydatif, c'est quoi le... Mais je mets dans la cave. Le vigneron, qu'est-ce qui change par rapport à... C'est l'inverse. Les vins tranquilles que vous dites des 3 couleurs, blanc, rouge, rosé, n'aiment pas l'air. N'aiment pas l'air. L'air est l'ennemi du vin. D'abord, on ne peut pas partir de n'importe quel vin, puisque pour éviter, il faut rappeler que le vin, c'est qu'un passage entre le jus de raisin et le vinaigre. Il faut s'arrêter au bon moment. Et nous, en plus, on met toutes les conditions pour que ça devienne du vinaigre. Sauf que, comme on part d'un vin qui est fortement alcoolisé, eh bien, les bactéries acétines n'aiment pas ça. Et donc, elles ne viennent pas faire du vinaigre et on peut aller vers le rancio, pour simplifier. Donc, déjà, on ne part pas de n'importe quel vin et on ne peut pas s'amuser à partir de n'importe quel cépage, sinon ça ne marche pas. Il serait très difficile de faire du rancio, je pense, dans notre région, en plus septentrionale, parce qu'ils n'ont pas les degrés d'alcool suffisants. Et ensuite, eh bien, il y a tout le travail pour justement éviter que le fût n'aille pas... Et on n'a pas communiqué sur ça jusqu'à maintenant, mais c'est des vins où on n'est pas obligé de sulfiter. Non, on pratique on ne sulfite pas. C'est nature, quoi. Oui, il n'y a aucun... La seule Si tu tapes assez fort, ça protection, l'armure, c'est un petit peu la teneur en alcool qui permet de se protéger. Et la non-crainte de l'oxydation. C'est un argument parce que si on prend le raisin, la finalité la plus naturelle du raisin, il y en a deux. C'est soit le vinaigre, dans 90% des cas, et quand le raisin il est riche en sucre et qui fait plus de 15 degrés, les bactéries acétiques ne sont pas à l'aise. Et donc, reste donc que l'oxydation.
c'est du vrai vin nature en fait. Le vrai vin nature, il est soit piqué, soit rancio. Voilà. Il fait combien de degrés? Je simplifie un petit peu. Un peu libre. Tu as simplifié là. Minimum 15, 15,5, 16. Des questions encore? Non, sur l'aspect européen, parce qu'on a essentiellement parlé du rente social, oui. Chose contre laquelle je n'ai rien, oui. mais il faut vraiment qu'on voit que on a une Europe unie par les oxydatifs. Oui. Merci. Oui, c'est une définition, c'est une conclusion ça. C'est pas une question pour nous, c'est une conclusion. On va le tenter. Oui, on a des Italiens. On va tout faire pour. On va tout faire pour. Donc voilà, merci. Au 28 dans tous les cas. Oui, bien sûr. Oui. C'est que j'organise à Rombault le 25 octobre, en prélude au salon, un repas avec une verticale de ratio sec. Et c'est rare qu'on fasse une verticale. Oui. C'est-à-dire 6 millésimes de ratio sec du même domaine. Je pense que ça, alors, à Rombault, il est millésime, puisqu'ils en font un chaque année. Il y a beaucoup de vignerons, toi tu es un solaire. Mais la plupart des ratios ne sont pas millésimés. Oui, mais enfin, il y en a. Il peut y en avoir. Mais la plupart ne sont pas millésimés, c'est vrai. Il y en a qui sont intéressés. Ça valorise. Donc il y en a qui sont intéressés, c'est moi qui l'anime, et on va déguster 6 millésimes de ratio sec du même domaine. Si tu permets, juste avant de conclure, moi je voudrais quand même remercier et dire un grand merci à tous les membres de l'association qui s'impliquent jour après jour. C'est un tout petit, vous savez, c'est du travail de fourmi, mais ô combien important, depuis maintenant plus d'un an, pour l'organisation de ce salon. Bon, ils sont là, et certains sont dans la salle, pas tous ne sont pas tous là, mais voilà, un grand merci à eux pour leur implication et leur dévouement. Voilà. Bon. On va voir. On va voir. Voilà. Merci.